Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici le principal titre de cette matinée, ce 5e jour de confrontation militaire par bombardement interposé entre Israël et l'Iran. Ils ont fait plus de 200 morts au total. Des civils, pour la plupart, des civils qui vivent au rythme des alertes en Israël comme en Iran. Les propos de part et d'autre des responsables politiques en Israël, en Iran ou encore aux États-Unis ne laissent présager aucune accalmie pour le moment. Et les choses allant très vite, on va prendre le temps d'analyser les desseins des uns et des autres, mais aussi les scénarios pour les jours à venir, alors qu'Israël semble de plus en plus assumer l'idée de faire plier la République islamique. Iran, le régime est-il menacé? C'est la question que l'on pose ce matin jusqu'à 10h45 avec Mariam Pirzadeh, avec Azadekian Pieraski et avec Joseph Baoud qui est avec nous depuis Beyrouth. Bonjour à tous les quatre, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Mariam Pirzadeh, rédactrice ici en chef à France 24, ancienne correspondante de la rédaction en Iran. Azadekian, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, professeur de sociologie à l'université Paris-Cité. Pieraski, merci à vous de participer à ce débat, chroniqueur géopolitique dans le 7-9 de France Inter. Vous êtes l'auteur, entre autres choses, d'une terre doublement promise, un siècle de conflit qui est sorti chez Stock. Et puis je salue Joseph Baoud qui est avec nous depuis Beyrouth. Bonjour Joseph, merci de participer à ce débat à distance. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth-Est. Merci donc à vous tous d'être là. On va faire le point ensemble sur ces 5 jours d'escalade militaire entre Israël et l'Iran. Et je le disais, on est très loin, à l'heure où l'on se parle, d'un retour au calme. Avant de commencer ce débat, on va écouter la voix du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui affirme que son pays est en train, je cite, de changer la face du Moyen-Orient. Il était interrogé ces dernières heures sur la chaîne de télévision américaine ABC. Il a assuré que neutraliser le guide suprême iranien, je cite, pourrait mettre fin au conflit. On écoute cet échange avec un présentateur de la chaîne ABC. Allez-vous cibler le guide suprême ? Écoutez, nous faisons ce que nous devons faire. Je n'entrerai pas dans les détails. Cela ne va-t-il pas aggraver le conflit encore davantage ? Non, cela ne va pas aggraver le conflit. Cela mettra fin au conflit. Nous avons connu un demi-siècle de conflit généré par ce régime qui terrorise tout le monde au Moyen-Orient, qui a bombardé les champs pétroliers d'Aramco en Arabie Saoudite, qui répand le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. C'est la guerre éternelle que veut l'Iran. Et il nous amène au bord de la guerre nucléaire. En fait, ce que fait Israël, c'est empêcher cela, c'est mettre fin à cette agression. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous opposant aux forces du mal. Écoutez, les démocraties ont dû apprendre cette leçon. Pieraski, sans sous-estimer la menace que représente l'Iran pour Israël et pour l'Occident, il y a dans la colonne vertébrale de la République islamique quelque chose de l'ordre de la volonté destructrice à l'égard de l'Iran, mais aussi d'une partie de l'Occident. Le fait que le responsable exécutif d'une grande démocratie assume quasiment nommément l'intention, ou en tout cas le souhait, de voir être éliminé le dirigeant d'un autre pays, c'est quasiment du jamais vu. C'est le signe de l'ère nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, dans laquelle la force a remplacé le droit. Et c'est la loi du plus fort. Trump a désinhibé un certain nombre de dirigeants dans le monde parce qu'il a lui-même un discours qui est basé sur la force. Et avec Benyamin Netanyahou, on atteint là le paroxysme de ce culte de la force. C'est-à-dire qu'on a le sentiment depuis 20 mois maintenant, mais beaucoup plus depuis 3 mois, depuis que les affrontements, les bombardements ont repris à Gaza, et maintenant avec l'Iran, que la stratégie est celle de la terre brûlée, qui ne laisse plus qu'une seule puissance hégémonique dans la région, qui serait Israël. Et c'est très intéressant de voir la stratégie, puisqu'il y a d'abord eu Gaza en réaction au 7 octobre, et ensuite le Liban avec l'élimination des moyens et des dirigeants du Hezbollah. Puis lorsque Bachar el-Assad est tombé, il y a eu la destruction totale dans les jours qui ont suivi de l'armée syrienne, des bombardements de tous les moyens militaires syriens. Et aujourd'hui, la destruction de toutes les infrastructures, la décapitation de l'armée, etc. Et là, maintenant, la menace d'aller jusqu'au changement de régime, puisque dire qu'on va s'en prendre
au chef suprême de ce pays, c'est l'idée du changement de régime. C'est assez inédit et c'est surtout sans limite et sans phare. Lorsque les Occidentaux sont allés en Libye en 2011, ça s'est terminé par la mort de Kadhafi, donc d'un chef d'État. Mais personne n'est allé en disant « nous allons là-bas pour tuer Kadhafi ». C'est là qu'on a aujourd'hui une sorte de fin des limites, y compris orales et déclamatoires, avec cette annonce qu'on peut s'en prendre au chef du pays. Joseph Baoud, vous avez vécu, bien sûr, depuis le Liban, la très récente guerre entre Israël et le Hezbollah et ses soubresauts encore ces dernières semaines, en dépit du cessez-le-feu. Pour rebondir sur ce que disait Pierre Aski à l'instant, on est dans la continuité de la stratégie israélienne, là, avec et ses propos sur le guide suprême iranien et cette offensive depuis vendredi. Tout à fait. Je crois que ce qu'on est en train de vivre en ce moment en Iran, c'est une sorte de réplique multipliée par 10 ou par 100 de ce qu'on a déjà vécu à Beyrouth, très particulièrement dans les détails, c'est-à-dire la façon d'avoir pénétré, disons, le système ou la protection sécuritaire et de renseignement des deux appareils, celui du Hezbollah puis celui de la République islamique aujourd'hui. Puis ensuite, la tentative de décapitation de la hiérarchie avec l'assassinat évidemment à Beyrouth de Hassan Nasrallah. Donc en fait, pour revenir un peu à l'analyse globale, je crois que ce qu'on vit actuellement, c'est l'épisode peut-être ultime de la série qui a commencé avec le 7 octobre, de cette série funeste. Et là, je crois que ce que dit Pierre Aski est tout à fait vrai, mais moi j'irai plus loin. L'objectif affiché par Netanyahou depuis le 7 octobre est celui de remodeler la région. Au début, c'était, je dirais, une hypothèse analytique que nous faisions, mais je crois que depuis pratiquement décembre passé, Netanyahou n'a pas cessé de dire très très explicitement qu'il veut changer la région, qu'il va remodeler la région sur des lignes qu'il s'agit encore de comprendre. On sait quel est le monde qui est en train de disparaître au Moyen-Orient. L'ordre ancien est en train de mourir, mais on ne voit pas encore très bien quelles sont les grandes lignes de l'ordre israélien, de cette Pax Israeliana. Et là, je crois que, comme disait Pierre Aski, il y a une sorte de désinhibition totale dans le discours et dans les objectifs affichés, mais aussi dans l'utilisation des moyens. C'est-à-dire que même pour Nasrallah, je crois qu'il n'était pas caché que Israël voulait obtenir la tête des dirigeants du Hezbollah. Maintenant, elle le fait pour l'Iran. Je crois qu'on est rentré dans une sorte de nouvelle grammaire internationale où l'atteinte à la tête, disons, des États qu'on combat ou des organisations qu'on combat devient un objectif affiché. On revient ici à quelque chose d'un peu ancien dans l'histoire des guerres, c'est-à-dire des guerres où les guerres antiques ou les guerres du Moyen-Âge ou les guerres d'il y a 400 ans, où l'objectif affiché était que pour terminer la guerre, il fallait obtenir la tête du roi, la tête du chef, etc. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est quel va être exactement le degré d'adéquation entre cette stratégie israélienne, la désinhibition de Netanyahou et, disons, l'acceptation américaine. Je crois qu'à partir de maintenant, c'est la vraie question, puisqu'il ne fait plus de doute qu'Israël cherche à aller dans une guerre totale jusqu'à changer le régime en Iran, ce qui voudra dire des chaos et des soubresauts interminables dans la région. Je ne suis pas sûr qu'à cette heure-ci encore, mais je le souligne là encore, Donald Trump veuille aller jusque-là. Il est très réticent à l'idée du changement de régime. Il a été très sévère à l'égard de cette idée il y a quelques semaines dans son discours lorsqu'il était dans le Golfe. Il a beaucoup combattu l'idée du changement de régime en Irak. Les États-Unis savent très bien ce que ça veut dire de remodeler un pays et l'Iran est beaucoup plus compliqué que l'Irak. Donc là, je pense qu'il commence à y avoir un début de divergence probable entre Netanyahou et Trump. Ce ne sera pas la première divergence. Dans le temps, malheureusement, l'expérience empirique indique que c'est Netanyahou qui a été capable d'attirer les États-Unis
vers ses destins, vers ses desseins. Je ne sais pas si ça va marcher cette fois et je crois que c'est ce qu'il faut voir dans les heures à venir. Ouais, on va revenir dans un instant sur la position de Donald Trump. Il vient d'y avoir une séquence au G7 qui nécessite d'être un peu analysée, Mariam Pirzadeh, avec les dernières cibles qu'on a vues ces dernières heures, des postes de police, des dépôts pétroliers, des raffineries, des bureaux de ministères, des bureaux officiels. On a clairement débordé pour que tout le monde comprenne bien le cadre de la lutte contre le programme nucléaire telle qu'elle était présentée comme la raison officielle de l'offensive israélienne. Oui, bien sûr, il y a l'attaque sur la télévision d'État. Là, Israël s'attaque au symbole du régime iranien, essaye aussi de créer une sorte de chaos au sein de la population iranienne, en s'attaquant notamment sur des centrales électriques. Aujourd'hui, il faut s'imaginer qu'à Téhéran, il fait à peu près 40 degrés, que tout le monde a la climatisation chez soi, dans les hôpitaux, que la climatisation là-bas, elle fonctionne avec de l'eau et de l'électricité, que si jamais il n'y a plus d'électricité, ça ne va plus fonctionner. Imaginez aujourd'hui une ville qui est... C'est impossible d'imaginer, c'est 15 millions de personnes. On parle de 15 millions de personnes à qui on demande de quitter les lieux avec des files d'attente. Là, je m'entretenais encore avec une Iranienne ce matin qui me disait on va partir vers l'ouest, mais on a avant 3 heures de queue à faire à la station-service pour prendre de l'essence. D'autres me disaient j'ai mis ma vie dans un sac, j'ai pris ma voiture et je vais là où je peux aller, là où il n'y a pas de trafic, où on peut avancer. Donc aujourd'hui, effectivement, les Iraniens ne savent pas du tout. La population iranienne, il faut vraiment faire ce distinguo, et je parle sous le contrôle d'Azadekian. Aujourd'hui, la population iranienne, depuis très longtemps, elle fait le distinguo entre l'Iran et la République islamique. Aujourd'hui, on a attaqué leur pays. On a attaqué l'Iran, leur terre natale. Et ça, c'est quelque chose qui est très choquant. Il y a encore un effet de sidération, même 5 jours après, et une population qui ne sait pas où s'abriter. Il faut imaginer quand même que ce régime, qui est en place depuis 46 ans, sait très bien qu'il y a une menace existentielle sur le pays avec des frappes israéliennes, qui n'a pas construit un seul abri pour la population, qu'il a été indiqué que la population pourrait se réfugier dans les métros et que les métros ont été fermés à la dernière minute. Donc on voit bien que ça crée une sensation de stress immense, une stress de chaos. Et le but aussi, c'est de créer à l'intérieur du pays peut-être une contestation contre ce régime, que cette colère se répercute sur le régime et provoque des manifestations contre la République islamique. Avant de vous entendre, Azadekian, on va regarder cette séquence que vous évoquiez à l'instant, l'une des séquences sidérantes de ces dernières heures, ce bombardement de la télévision d'État iranienne en direct. فضای غبارآلود استدیو Azadekian, effet de sidération, disait Mariam Pirzadeh, une image comme celle-ci, c'est ça qu'elle provoque ? Ben, tout à fait, parce qu'en fait, au début, effectivement, les Israéliens avaient annoncé vouloir cibler les installations nucléaires de l'Iran, ainsi qu'ils avaient justifié leur frappe contre ce pays. Aujourd'hui, on constate que Balassa, c'est la radio-télévision iranienne, mais avant-hier, ils ont par exemple frappé à Tajish, au nord de Téhéran, un quartier qu'on connaît bien, un réservoir d'eau, entre autres, et aussi des commerces, etc. Des gens sont dans la rue pour aller chercher leur pain ou leurs besoins au quotidien qui ont été ciblés également. Donc, effectivement, aujourd'hui, ils sont allés au-delà juste des installations militaires ou nucléaires et ils sont en train d'attaquer les gens dans le but, justement, de créer une panique et aussi, éventuellement, les manifestations, comme ils le disent, contre le régime, comme si les gens pouvaient aller manifester alors que les bombes tombent du ciel et de partout. C'est vraiment contre-productif, on le sait aujourd'hui. Je voudrais insister sur le fait que la société civile iranienne, effectivement, depuis le mouvement Femmes Vie Liberté de 2022, était en train de monter en puissance. On voyait des signes, il y avait quand même des acquis de cette société civile. Aujourd'hui, mes amis en Iran qui sont impliqués dans des ONG ou la société civile de façon plus générale disent que c'est tout le contraire qui se passe. Il y a une fragilisation parce qu'en même temps, le régime continue sa politique répressive. Il ne faut pas oublier ça. Donc, les personnes sont arrêtées, soupçonnées d'avoir soutenu Israël, etc. Et en même temps, cette société civile qui est
sous la bombe, n'a absolument aucun moyen de protester qui que ce soit. Donc en fait, c'est effectivement ce que disait Peraski, c'est la politique israélienne et c'est la politique de la terre brûlée. C'est ça, anéantir l'ensemble du pays, pas seulement les installations militaires nucléaires. De là à dire que l'élimination de Khamenei, le guide, va changer beaucoup de choses, j'en doute fortement. Je pense que c'est un régime qui a été largement institutionnalisé et que, tout comme les généraux des gardiens de la révolution qui ont été tués au début des frappes et qui ont été remplacés rapidement, et par la suite, l'Iran a pu envoyer des salves de missiles sur Israël. Aujourd'hui, même si le guide n'est plus là, il y aura d'autres moyens de la part de l'establishment de le remplacer. Donc, c'est pas ça. Et puis, renverser un régime ne revient pas à Netanyahou ni à Trump, il revient aux Iraniens eux-mêmes de renverser leur régime, de changer leur régime. Pierre Aski, Emmanuel Macron, depuis le G7, a dit il y a quelques instants vouloir changer le régime iranien par la force serait une erreur stratégique. Vous le rappeliez à l'instant, les Occidentaux savent, ils connaissent leur histoire, ils savent ce qu'il s'est passé en Irak, ils savent ce qu'il se passe. Ouais. Mais on est dans la répétition historique permanente et on sait que les changements de régime inspirés de l'extérieur au cours des 30 dernières années n'ont provoqué que des catastrophes. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan ou en Libye, aucun changement de régime apporté par une armée étrangère n'a provoqué le progrès ou la stabilité dans le pays. Sachant ça, comment est-ce que vous analysez la stratégie ? Oui, ce qui est très étonnant, c'est que Donald Trump a construit une partie de sa personnalité politique et de son discours à sa base sur ce phénomène-là, sur la critique des néoconservateurs et sur la critique de cet interventionnisme américain et que aujourd'hui, sa base ne comprend pas trop ce qu'il fait parce que il est en train de se faire guider par le bout du nez par Netanyahou. Il a un rôle très ambigu dans toute cette guerre depuis maintenant 5 jours et c'est contraire à l'analyse que lui-même a fait, y compris dans ce discours. Joseph y faisait allusion tout à l'heure, le discours qu'il a prononcé pendant sa tournée dans le Golfe, qui était un discours programmatique. Et donc, on ne comprend pas comment l'enseignement de l'histoire et les analyses que Trump lui-même a faites peuvent conduire aujourd'hui à l'idée qu'un changement de régime en Iran serait la panacée pour stabiliser la région. Les chances, et là je rejoins totalement ce qui a été dit, les chances que la chute de ce régime provoque une stabilisation de l'Iran et tout d'un coup un régime démocratique à la tête de l'Iran sont quand même très faibles. Dans le chaos, ce ne sont pas en général les modérés ou les gens raisonnables qui l'emportent parce qu'il y a une question de survie au milieu du chaos. Les expériences qu'on connaît dans le monde le disent toutes. Joseph Baout, les Israéliens, en tout cas ce que disent les experts, c'est que les Israéliens ne peuvent pas détruire de façon définitive le programme nucléaire iranien sans l'aide américaine, les sites étant pour certains trop enfouis pour que les bombes dont ils disposent y soient efficaces. Est-ce que de la même façon, les Israéliens, quand bien même, si toutefois leur souhait était celui-ci, ne pourraient pas renverser ce régime sans l'aide américaine? Et là-dedans, qu'est-ce que vous comprenez des déclarations contradictoires en la matière de Donald Trump? En fait, je crois que ce soit du côté israélien ou du côté américain, mais surtout du côté américain, on est dans une sorte de dynamique assez classique dans des guerres comme ça, qui est une sorte de pente glissante, c'est-à-dire qu'on commence sur une position au départ, puis ensuite les événements vous emmènent vers une autre position. Je dirais tout à l'heure quelque chose sur la complexité américaine. Ce que disait Peraski est tout à fait vrai. Je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué autour de Trump, où il y a autant de gens qui sont, je dirais, contre l'idée d'une guerre totale et d'un changement de régime que de gens qui y sont propices. Lui-même, je crois, ne sait pas très bien où il se situe, mais je reviendrai là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Israël sait très bien que... Alors, malheureusement, on a des problèmes de liaison avec Joseph Baout depuis Beyrouth. On va le retrouver. Mariam Pirzadeh, on entend depuis quelques jours, voilà, et on en parle sur ce plateau, cette idée d'un changement de régime iranien. Mais comme le disait Azadekian, quelle réalité, quel degré de réalité est-ce que ça a aujourd'hui quand on sait la force du régime, quand on sait la force de la répression, à part
Voilà, quel degré de réalité est-ce que cette hypothèse a aujourd'hui, clairement? Déjà, il faut expliquer 2 secondes ce qui est aujourd'hui la République islamique. Khamenei est juste la facette d'une pièce. L'autre facette, c'est les gardiens de la révolution. Khamenei, le guide suprême, qui est considéré par ce régime comme le représentant de Dieu sur terre, a réussi à agréger autour de lui des forces loyales. Donc, c'est-à-dire qu'il est entouré de personnes qui le soutiennent et qui ne veulent pas son renversement. Et donc, ce régime se tient, c'est une sorte de régime militaro-théocratique. Et beaucoup pensent, et notamment, on en a beaucoup parlé en 2022 lors de ces grandes protestations Femmes, Vie, Liberté que l'Iran n'avait jamais connues en 46 ans de République islamique, 45 ans de République islamique, c'est que quelque chose se passera à la mort du guide suprême, parce que justement, cette cohésion qu'il a réussi à avoir avec les forces armées, avec les gardiens de la révolution, eh bien, s'effilocherait. Aujourd'hui, la mort de Khamenei pose plusieurs inconnus. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment vont réagir les gardiens de la révolution? Est-ce qu'il va y avoir un coup d'État militaire? Ils prennent totalement le pouvoir. Sachant que certains des têtes pensantes ont été tués ces derniers jours. Mais qui, comme le dit très bien Zadeh, sont remplacés. Et encore ce matin, quelqu'un qui avait été remplacé il y a 3 jours a été tué par une frappe israélienne. Parce qu'il y a une force importante. Il ne faut pas sous-estimer ces gardiens de la révolution qui, depuis 46 ans, et le guide suprême, qui, depuis 46 ans, tiennent ce régime d'une main de fer. On parle de 2022, mais la contestation, elle a débuté déjà dans les années 1990. Aujourd'hui, on sait que ce régime, il est largement impopulaire, une très 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 grande majorité. On estime vraiment à la louche à au moins 80% de la population qui est contre ce régime. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils manifestent, lorsqu'en 2022, c'est la répression qu'ils ont en face et aucun soutien. Donc, ce régime sait très bien aussi qu'il est impopulaire. Maintenant, comment vont réagir? Il y a plusieurs possibilités. Est-ce que ce régime, notamment les gardiens de la révolution, voyant que leur survie est menacée, jouent leur va-tout et lancent 2000 missiles, parce qu'ils ont une capacité de 2000 missiles sur Israël? Est-ce qu'ils lancent l'Iran dans un chaos total, généralisent un chaos? Qu'est-ce qui va se passer? L'opposition aujourd'hui, il faut dire un mot aussi, elle est à l'extérieur de l'Iran, elle n'est pas du tout unifiée, et la diaspora qui est contre une autre diaspora. Je veux dire, moi je pense que l'avenir de l'Iran se joue dans les prisons iraniennes, se joue à Evin, se joue parmi les opposants politiques qui depuis 40 ans, depuis l'Iran, tentent de renverser ce régime. Joseph Baout, on vous a retrouvé à Beyrouth. Oui, je ne sais pas où j'ai été, à quel point j'ai été coupé, enfin à quel moment, mais ce que je voulais dire, c'est que, bon, d'une part, il y a une sorte de pente glissante qui pourrait amener les Américains à rentrer dans le jeu. Et c'est un tout petit peu la tactique de Netanyahou, c'est-à-dire de pousser les Iraniens à faire la faute de trop, qui entraînera les Américains dans le coup et qui fera qu'à ce moment-là, ils bombarderont la centrale nucléaire de Fordow, qui est, elle, la centrale nucléaire la plus difficile à atteindre. Et à ce moment-là, et comme disait Trump lui-même il y a quelques jours, il n'y aura plus grand-chose à négocier au niveau nucléaire, puisque le programme sera sinon retardé de façon très forte, mais peut-être anéanti. Et ensuite, il y a l'autre chose dont je voulais parler, dire un mot, c'est qu'autour de Trump, les choses sont plus complexes que cela. Vous savez que dans le Trumpisme, aujourd'hui, il y a 2 piliers, il y a 2 pieds. Il y a le pied qui est la base trumpienne Make America Great Again, qui est très largement isolationniste, qui refuse l'idée de la guerre, qui ne veut pas avoir quelque chose à voir avec le chaos du Moyen-Orient et qui cherche à retirer les États-Unis de toute cette affaire. Et Trump y est plus ou moins favorable. Mais il y a aussi autour de Trump et dans l'administration actuelle pas mal de gens qui viennent d'un milieu, je dirais, anciennement néoconservateur, ou bien sinon qui ont été très formés intellectuellement et mentalement par l'expérience qu'ils ont eue eux-mêmes en Irak contre l'Iran. Je pense par exemple à des gens comme Joel Rayburn ou d'autres qui sont aujourd'hui dans l'administration et qui, eux, pensent comme à Beyrouth qu'il y a peut-être un moment historique qui ne se répétera pas. À Beyrouth aussi, les États-Unis étaient contre, je dirais, aller jusqu'au bout avec le Hezbollah. Il y avait des mises en garde disant que ça mettrait le pays à feu et à sang, etc. Et puis ensuite, quand Netanyahou a osé, ils se sont ralliés à cette idée. Et je peux dire jusque-là, avec, disons, froideur, que ça a marché. Donc, je ne sais pas très bien ce qui va l'emporter autour de Trump, mais ce qui est sûr, c'est que Trump laisse entendre une chose et son contraire. Lorsqu'il dit aujourd'hui, je conseille aux Iraniens d'évacuer Téhéran, lorsqu'il dit il y a 2 jours, s'il faut, nous aiderons les Israéliens à mettre fin au programme nucléaire à Fordow, lorsqu'il dit j'ai demandé à ce qu'on ne tue pas le guide suprême pour l'instant, mais tout est possible, je crois qu'il laisse entendre que
il pourrait se rallier in fine à cette stratégie. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La mort du guide ne voudra pas dire la fin du régime. Ça voudra peut-être dire, mais je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'intérieur iranien, un coup d'État militaire ou la prise en charge du pays par l'aile dure des Pasdaran. On sortira d'un régime, je dirais, théocratique ou idéologique vers un régime prétorien, beaucoup plus dur militairement, mais peut-être plus pragmatique au niveau diplomatique. Et ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la population iranienne est partagée entre sa détestation très profonde de ce régime et un réflexe patriotique qui est en train de se créer et peut-être la renaissance d'une sorte de nationalisme iranien contre l'offensive israélienne. Mais je pense que les choses sont encore très prématurées. Cette guerre va durer. L'Iran a encore les moyens d'utiliser beaucoup de choses. Le problème de l'Iran, c'est qu'il y a certaines choses qui pourraient renverser le rapport de force, mais que si elle les utilise, à savoir, par exemple, s'attaquer aux détroits pétroliers, s'attaquer aux installations américaines en Irak, toucher des centres névralgiques en Israël, tout cela pourrait paradoxalement et cyniquement renverser la position américaine et l'amener à rentrer dans le jeu en se disant « cette chose a trop duré, il faut décapiter le régime et mettre fin à cette guerre dévastatrice dans la région ». Pour l'instant, on ne sent pas le régime iranien prêt à aller si loin. Je voudrais qu'on revienne dans un instant avec vous, Pierre, peut-être sur la théorie de la pente glissante que je trouve très intéressante, mais dans les scénarios assez peu enthousiasmants, pour ne pas dire autre chose que l'on évoque depuis tout à l'heure, il y a d'ailleurs évoqué aussi par Donald Trump dans tout ce flot de déclarations contradictoires qu'il fait depuis 5 jours, qui est d'ailleurs pas tout à fait étranger avec la façon dont il voit les relations internationales, tordre le bras des Iraniens pour les faire revenir à la table des négociations. Et c'est là que le serpent se mord la queue, car faut-il le rappeler, l'une des raisons pour laquelle on se trouve dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que Donald Trump est sorti il y a 10 ans de l'accord sur le nucléaire. De l'accord sur le nucléaire 2018. Qui a été un accord international, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que déjà en 2018, en sortant de l'accord international sur le nucléaire, déjà Trump a enfreint le droit international et donc qui a provoqué la situation actuelle plusieurs années plus tard, effectivement, et qui a voulu par la suite faire un autre deal, comme il le dit, avec l'Iran, cette fois-ci en bilatéral. Les négociations étaient en cours et on s'attendait aussi le 6e round dimanche, alors que les Israéliens n'ont pas attendu et ont frappé. Justement, je pense que Netanyahou, bien évidemment, il prétexte le nucléaire iranien et le danger existentiel que le nucléaire iranien à terme peut poser à Israël, tout en faisant oublier que c'est Israël qui a la bombe atomique, des dizaines d'ogives nucléaires, que l'Iran n'en a pas encore et j'espère qu'il n'en aura pas, d'une part, et d'autre part aussi c'était pour détourner aussi les regards de Gaza vers l'Iran, et c'est fait parce qu'aujourd'hui on parle plus de Gaza alors que le massacre des Palestiniens continue. Troisièmement, c'était pour torpiller, bien évidemment, les négociations Iran-États-Unis, parce que si ces négociations continuaient, ça veut dire que les Iraniens seraient obligés quand même d'accepter un certain nombre de revendications des États-Unis ou impositions américaines en contrepartie de la levée des sanctions américaines avec des effets extraterritoriaux contre l'Iran. Ça voulait dire qu'à terme, la réintégration de ce pays dans la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale. Et donc ça, c'est ce que Netanyahou ne souhaitait pas. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, ce qu'on constate, c'est que ces frappes ont visé plusieurs objectifs. D'une part, d'autre part, en déstabilisant l'Iran, ils s'attendent à ce que l'Iran occupe ou le détroit d'Ormuz, ferme le détroit d'Ormuz, ou attaque les pétroliers qui passent par le Golfe Persique, etc. Mais les Iraniens ne sont pas dupes non plus, il me semble, et que pour l'instant, fort heureusement, on n'en est pas encore là. Le ministre iranien des Affaires étrangères, parce qu'on a beaucoup parlé des gardiens de la Révolution et du guide, qui est effectivement une personnalité messianique, mais il y a aussi des diplomates iraniens
qui souhaite poursuivre les négociations avec les États-Unis et l'arrêt, bien sûr, des bombardements de la part d'Israël et aussi de la part d'Iran vers Israël. Donc, en fait, il faut chercher une solution, je veux dire, pacifique. Et c'est là qu'on a besoin aussi peut-être des voix discordantes par rapport aux voix de Netanyahou. Et malheureusement, l'Europe est absente dans cette prise de position, puisque l'Europe a soutenu les frappes israéliennes, soi-disant préventives, contraires au droit international. Donc ici, comme on le disait au début, on est face à une situation où plus personne ne respecte le droit international. Pierre Aski, on chausse, et c'est une déformation professionnelle depuis quelques jours, nos lunettes de la cohérence, essayant d'expliquer au mieux ce qu'il se passe. Encore faut-il effectivement bien comprendre les desseins des uns et des autres. Joseph Baout évoquait cette théorie de la pente glissante. Si cohérentes et légitimes peuvent être les raisons qui permettent de commencer une guerre, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle se poursuit. Et ça, c'est aussi vieux que l'histoire de la guerre. Oui, en fait, on voit très bien le jeu de Netanyahou, on voit très bien l'absence de l'Europe, à part quelques déclarations. Donc, il ne reste plus que Donald Trump. Et c'est Donald Trump qui tient, en fait, le cours de cette histoire entre ses mains. Et il a le choix entre deux voies. Et il a fait des déclarations qui vont dans les deux sens. Donc, il est très difficile à ce stade de savoir si lui-même sait laquelle il va choisir. La première, c'est celle de la négociation, effectivement, c'est-à-dire d'attendre quelques jours, c'est ce qu'il a laissé entendre. Laisser les pays régler leurs comptes aussi. Que les Iraniens soient un peu plus affaiblis et qu'ils acceptent de venir à la table de négociation en acceptant les conditions américaines, c'est-à-dire... Mais ce qu'ils avaient déjà fait, ils avaient déjà accepté de Alors, il y avait un point qui restait de blocage, qui était celui de l'enrichissement de l'uranium sur le territoire iranien. Et là, le régime ne voulait pas céder là-dessus. Là, on pourrait imaginer qu'il cède après encore 2-3 jours de guerre et qu'il aille à la table de négociation et qu'on retrouve un cadre similaire à celui de 2015, mais avec un Iran beaucoup plus affaibli et dans un monde beaucoup plus fracturé. L'autre voie, c'est évidemment celle de cette pente glissante, j'aime bien l'expression de Joseph, qui conduirait les États-Unis à entrer dans cette guerre, à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à la fois la destruction totale du programme nucléaire, y compris avec cette méga bombe. Vous savez, il y a toujours cette histoire autour de Fordo qui est très enfouie sous terre. On parle de 500 mètres sous terre, qui ne peut être atteint que par une bombe larguée par un B-52. Et il n'y a que les Américains qui ont des B-52, qui sont stationnés dans l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien et qui pourraient faire cette manœuvre. Mais ça veut dire une entrée en guerre des États-Unis, évidemment. Et donc, s'il y a entrée en guerre des États-Unis, ils iront jusqu'au bout, c'est-à-dire la chute du régime et la destruction du pays. Donc, on a deux voies qui sont très contradictoires. L'une qui est celle d'un compromis après avoir largement détruit l'appareil et les infrastructures du régime, mais avec malgré tout une solution diplomatique qui ne prévoit pas l'effondrement du régime, et l'autre qui serait la poursuite de cette guerre jusqu'à un effondrement de l'État ou du système politico-militairo-religieux iranien. Mariam, lequel de ces scénarios vous paraît le plus crédible à cette heure ? C'est compliqué à prédire parce que c'est tellement évolutif la situation. Rappelons-nous ici, il y a 3 semaines à France 24, Donald Trump a annoncé qu'un accord était prêt d'être signé avec les Iraniens. Finalement, donc cette guerre arrive 2 jours avant un round de discussion qui allait être important à Oman. Effectivement, je pense que toute la question maintenant, pour moi, il y a 2 questions qui se posent aujourd'hui. C'est est-ce que les Américains vont entrer dans cette guerre directement, frontalement, et est-ce que le guide suprême, Khamenei, va être éliminé, qui là va effectivement changer la donne. Mais là, on a du mal à savoir, et je reviens sur ce qui a été dit, quel est vraiment le but de Benjamin Netanyahou, pourquoi maintenant. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les Israéliens, le Mossad israélien, les services de renseignement israéliens sont extrêmement infiltrés sur le territoire iranien. Qu'est-ce qui peut se passer ? Quelle est la suite des opérations ? On en vient aussi à remonter le fil en arrière. Rappelons-nous de la mort du président iranien Ibrahim Raïssi dans un avion à côté du ministre des Affaires étrangères iranien. Non, mais est-ce que ce qui est en train de se passer là ne fait pas partie d'un plan
qui est prévu depuis des années, c'est ce que disent en tout cas les Israéliens, que ça fait 2 ans qu'ils préparent ça. Quelle est la suite des opérations? Seul Netanyahou le sait, et Trump, effectivement, qui est vraiment le deal maker, et lui, il voulait faire un deal avec les Iraniens, parce qu'il est comme ça, et lui, son truc, c'est de faire des accords. Là, il n'y a plus aucune chance. Les Iraniens, pourquoi ils reviendraient à la table des discussions? La République islamique reviendrait à la table des discussions. Ça paraît complètement insensé maintenant. Pour sauver le régime. Pour sauver le régime, sauver. La presse américaine relaie, selon des sources officieuses, qu'il y a des messages qui sont envoyés par les dignitaires iraniens, de pousser pour un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre, puisque le régime ne va pas survivre. Mais est-ce que le régime aussi ne peut pas continuer sur une guerre d'attrition comme ça, une guerre sur le long terme, pour épuiser aussi en face Israël? Voilà, personne ne sait comment l'autre va réagir en fait. Et de l'autre côté, Joseph Baoud Benyamin Netanyahou, quel intérêt, lui, aurait-il à s'arrêter à un moment qu'il aurait lui-même défini? On rappelle que lui-même vit un moment particulier. Alors, il y a eu ce rapport de l'AIEA disant que l'Iran ne respectait pas ses engagements nucléaires qui a provoqué, selon les Israéliens, cette offensive. Lui-même, Netanyahou, a vécu une semaine politiquement très compliquée la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec une partie de l'opposition qui a tenté de le faire chuter, très critiqué également par la communauté internationale pour le blocus israélien sur Gaza, on ne l'oublie pas, avec des morts encore ces dernières heures en marge des soi-disant distributions de nourriture de la dite Fondation humanitaire pour Gaza. Netanyahou, à ce jour, ne dit pas, n'a pas défini le cadre au bout duquel il va s'arrêter. Quel intérêt, lui, quand on sait aussi sa situation intérieure, aurait-il à ne pas aller jusqu'à ce qu'il estime être le bout des choses? Je crois qu'on commence à y voir un peu plus clair. Il y a 2 inconnus et une connue, je dirais, un élément de l'équation qui est connu. L'inconnue, elle est chez Trump, et je crois qu'elle va être levée progressivement. L'autre inconnu, donc on le disait, rentrer en guerre ou utiliser la force pour imposer la paix, il aime beaucoup cette formule, le peace through strength, c'est-à-dire la paix par la force. L'autre inconnue iranienne, c'est est-ce que le régime acceptera, disons, l'humiliation et la reddition humiliante pour le sauver, pour se sauver lui-même? Mais il y a une contradiction, parce que le régime sait très bien que sa seule police de sécurité, c'est finalement le programme nucléaire. Et il sait que le jour où il abandonnera le programme nucléaire, la pente glissante, pour le coup, pour lui ici, est très probable, et sa fin est déjà un tout petit peu inscrite. Le seul élément connu dans cette histoire, et je vous rejoins tout à fait, Pauline, c'est Netanyahou. Je reviens à ce que je disais au début. Pour Netanyahou, la guerre n'est pas finie depuis le 7 octobre. On est encore dans la même guerre. On est en train de parler de l'Iran comme s'il s'agissait d'un épisode isolé du reste. Netanyahou a clairement dit qu'il avait un moment inespéré et qui ne se répétera jamais probablement depuis le 7 octobre pour remodeler la région. Pour lui, remodeler la région, c'est-à-dire changer la réalité politique à Gaza, il l'a fait. Changer la réalité politique au Liban, il l'a fait. Changer la réalité politique en Syrie, ça a été fait. Il n'était pas le seul. Les Turcs l'ont aidé, je dirais, ou peut-être l'ont provoqué. Aujourd'hui, il a une chance historique de changer la réalité politique dans l'ensemble de la région à partir de Téhéran. Il a lui-même le dit, il a coupé les bras de l'Iran dans la région. Maintenant, il s'agit de couper la tête. Ça, c'est pour moi un élément qui est fixe. Ça, je crois qu'il n'y a plus de discussion possible. La question sera maintenant combien il a la marge de manœuvre pour le faire face aux États-Unis, et deuxièmement, quelle est la faisabilité de cette aventure sur le terrain iranien? C'est ça les 2 vraies questions. Mais je crois que pour Netanyahou, il ne fait plus de doute que cette guerre ne s'arrêtera pas avant qu'il n'ait atteint son but. Donc je crois que maintenant, il faut se poser des questions sur sa capacité d'entraînement des États-Unis derrière lui et sur ce que fera l'Iran pour éviter le pire. Et là, l'Iran, à mon avis, est très au pied du mur. Les choix, les options sont très limitées. C'est soit se rendre et être humilié, c'est soit continuer une guerre d'usure, mais qui ne durera pas longtemps, puisque d'abord, les stocks de missiles iraniens ne sont pas infinis. Deuxièmement, la pénétration israélienne en Iran est devenue tellement énorme qu'on peut s'attendre à des opérations de subversion, etc., énormes dans les semaines à venir, soit l'Iran se lance dans une course suicidaire en jouant ses cartes dans la région, mais à ce moment-là, elle accélérera la rentrée en guerre des États-Unis. Donc je pense que les options sont limitées pour les Iraniens, on ne sait pas lesquelles ils vont prendre. Trump, à mon avis, aussi entre sa base non guerrière et son désir
de terminer cette histoire et peut-être aussi d'être le parrain du remodelage de la région à son corps défendant, puisqu'il ne le voulait pas. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que Netanyahou est rentré dans un couloir dont il ne sortira pas. Je pense qu'on n'a même pas parlé de l'Arabie Saoudite et des pays arabes du Golfe Persique. Et je pense que l'une des façons d'arrêter Trump d'entrer en guerre directe avec l'Iran serait les pressions exercées sur l'administration Trump par l'Arabie Saoudite. N'oublions pas qu'il y était récemment et qu'il a signé beaucoup de deals avec l'Arabie Saoudite. Si jamais il est impliqué dans une guerre contre l'Iran, il y aura des conséquences très importantes aussi pour l'Arabie et pour l'ensemble des pays de la région. Ce qu'on entend du côté des Saoudiens, c'est qu'ils ont pour l'instant condamné les frappes israéliennes, c'était les premières d'une part, d'autre part, continuent à envoyer des messages de soutien à la population, etc., donc iranienne. D'une part. Donc là, ça peut être, effectivement, ça peut influer sur la décision de Trump, me semble-t-il. D'une part. D'autre part, Netanyahou, pour l'instant, oui, il veut changer les dirigeants iraniens, etc. Mais moi, quand je vois les images aussi de Haïfa ou de Tel Aviv et d'autres villes israéliennes bombardées par l'Iran et les gens qui pleurent et qui meurent. Et donc ce sentiment d'invulnérabilité de la population israélienne qui, par exemple, quand on bombardait Gaza, ce n'était pas la population israélienne qui était visée ou qui en subissait des conséquences. Aujourd'hui, ils sont sous les bombes iraniennes. Et donc, il y aura, je m'attends à voir aussi les Israéliens, la population israélienne qui va protester si cette guerre continue et si l'Iran envoie des missiles contre la population civile israélienne. Donc Netanyahou n'est pas non plus totalement libre à faire ce dont il a envie de faire. Pour l'instant, l'offensive est quand même largement soutenue par la population israélienne, Pierre. En fait, j'allais faire exactement le même point sur l'Arabie Saoudite. C'était le pays dont on n'avait pas parlé depuis le début et qui est quand même un acteur majeur. Et avec ce point, c'est qu'on parle d'un nouvel ordre régional depuis le début de cette émission. Mais il y a quelques mois, on pensait que ce nouvel ordre régional, il se faisait avec l'Arabie Saoudite, qui était le pays aujourd'hui le plus puissant du monde arabe et sunnite. Et tout d'un coup, on ne parle même plus de l'Arabie Saoudite et on voit mal comment l'Arabie Saoudite, tant que dure Gaza, tant que durent ces bombardements, peut faire le moindre geste en direction d'Israël. Mais on a l'impression que ça n'intéresse plus Netanyahou, que son but, il y a quelques mois, pouvait être encore d'obtenir cet accord, de voir l'Arabie Saoudite entrer dans les accords d'Abraham. Aujourd'hui, tout ça semble bien lointain et bien dépassé parce qu'il a le sentiment que la surpuissance israélienne fera que l'Arabie Saoudite sera contrainte de s'y rallier et de venir au devant de la puissance régionale hégémonique qui est devenue Israël. C'est assez frappant comment en quelques mois on a changé là encore de monde. Un mot de la diplomatie française, Mariam Pierzadeh. Donc nous sommes mardi, normalement demain mercredi devait se tenir cette réunion à New York avec à la clé une éventuelle reconnaissance par la France de l'État palestinien. Sujet épineux, conférence reportée, pour ne pas dire remise sous le tapis. Le président français qui, instantanément après le début de l'offensive israélienne, a reconnu le droit légitimement à Israël de mener cette offensive, voire proposer entre les lignes que la France y participe, bien que la conclusion du G7 appelle un cessez-le-feu. On a beaucoup bougé là sur ces derniers jours en termes de diplomatie. Oui, effectivement, Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs entretenu avec le président iranien, Massoud Pezeshkian. N'oublions pas qu'on a 2 Français qui sont dans des prisons iraniennes là-bas, Cécile Collère et Gilles Paris. C'est le premier mot qu'il a eu après ce coup de téléphone, de ne pas oublier qu'il y avait 2 Français qui étaient dans les prisons. Effectivement, on sent des revirements. Les mots de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, ont été assez aussi clairs, tout comme l'ensemble de ce gouvernement, d'indiquer que si jamais Israël avait besoin, la France se tenait prête à intercepter les missiles iraniens. Donc je pense que la position est claire. Emmanuel Macron semble
un peu en retrait de ces négociations sur le nucléaire iranien. Elles n'ont pas du tout marché avec les Européens, ces négociations entre l'Iran et l'Europe. On attendait de voir ce qui allait se passer avec les États-Unis, donc on semble... Oui. Ce que ça veut dire, c'est que la situation à Gaza et celle de l'Iran, ce sont deux choses tout à fait différentes pour la diplomatie française ? En fait, il faut revenir sur 60 ans de diplomatie entre ces deux pays. C'est compliqué. J'ai fait mon mémoire dessus, mais je peux pas le synthétiser. Mais en fait, la France a eu une position assez ambiguë vis-à-vis de l'Iran, notamment au moment de l'accord sur le nucléaire, où là, il y avait une vraie volonté de normaliser les relations. Rappelons-nous de Rouhani, Hassan Rouhani, qui vient à l'Élysée auprès de François Hollande et qui signe des dizaines et des dizaines de contrats. Donc, il y a 10 ans, aujourd'hui, il y avait le président iranien qui était reçu à l'Élysée pour signer des contrats. Là, 10 ans après, on est sur autre chose. Oui, je pense que c'est un autre dossier, avec ce dossier du nucléaire iranien qui est au milieu, qui empoisonne les relations entre ces deux pays. Et d'ailleurs, les relations entre la France et l'Iran sont extrêmement mauvaises. Et c'est pour ça qu'on a un grand nombre de ressortissants français qui sont arrêtés en Iran et qui servent d'otages d'État pour faire pression sur la France notamment. Et pendant ce temps, Pierre Aski, on parle plus de Gaza. On parle plus de Gaza, mais il y a une incohérence à séparer les deux dossiers. Et c'est là que la diplomatie française est gênée aux entournures, parce qu'elle a pris des positions qui peuvent sembler totalement contradictoires du jour au lendemain. Et effectivement... Mais le sont-elles vraiment contradictoires ? Elles sont en partie contradictoires, parce qu'il y a cette grande difficulté de tenir une position critique vis-à-vis d'Israël sur la durée. Et c'est la principale difficulté de toutes les diplomaties occidentales. Et là, on a vu chez Emmanuel Macron comment il a cédé très très vite dès lors qu'il a vu que son plan de conférence à New York et de reconnaissance de la Palestine était compromis et que le contexte international avait changé. Il a changé d'attitude, mais en l'espace de quelques heures dans la journée de vendredi. Voilà, c'est la fin de cette émission. 51 morts à l'instant en marge d'une nouvelle distribution d'aide ou présentée comme telle à Gaza. On n'oublie pas sur France 24 la situation dans l'enclave palestinienne. Beaucoup de questions ont été posées. On comprend qu'on aura peut-être des éléments de réponse dans les jours à venir. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ces discussions. Azadekian, merci beaucoup. Pierre Aski, une terre doublement promise, un siècle de conflit chez Stock. Merci beaucoup Joseph Baout d'avoir participé à ces discussions à distance depuis Beyrouth. Mariam Pierzadeh, vous êtes ici chez vous, rédactrice en chef à France 24. Une émission à revoir en replay, à réécouter en podcast si le cœur vous en dit. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.